septembre. Ces soirées auront lieu seulement tous les 2 mois. Oui, je sais, ça en embête certains, mais cela vous permettra de digérer les informations qu'on essaye de vous transmettre, et ça me permettra aussi de sélectionner les meilleurs thèmes et donc les meilleurs conférenciers possibles. Sachez également que la prochaine conférence aura lieu le 11 avril et le thème que nous aborderons sera le rêve avec Georges Coleuil. Voilà, ça c'est dit. Avant de vous parler de notre invité de ce soir, je voudrais remercier les personnes qui nous soutiennent, nous aident à faire ce chemin de connaissance. Je veux parler de nos partenaires, la municipalité de Cogolin, son office du tourisme, l'office du tourisme de Ramatuelle, la médiathèque de Sainte-Maxime, le centre Trimurti, la librairie de Cogolin, Énergie Saint-Tropez, notre talentueuse journaliste à Var Matin, Françoise Ballet, l'association Les Arts du Rire, Stéphane Alix, président et fondateur de l'INRES, l'Institut de recherche sur les expériences extraordinaires, et cyberlabs.fr pour toute la com et notre site internet. Mais aussi ceux qui ont un rôle capital dans Parallèle, je veux parler de nos bénévoles ce soir, Stéphanie, Véronique, Tristan, Quentin, Litana et Magali, mais aussi les hommes de l'ombre, en régie, Tonio et Fernando. On peut tous les applaudir très fort. Merci pour eux. Ils le méritent. Alors, pour ceux qui étaient présents le mois dernier à la conférence de Michel Odoul, vous avez pu vous rendre compte que tout est énergie, que nous sommes de l'énergie, que la matière est une forme densifiée de cette énergie. Eh bien, ce soir, nous allons parler du hara. Alors, le hara, qu'est-ce que c'est? Le hara, c'est cette énergie qui vient du ventre. Elle est bien connue en Asie, mais très peu en Occident. Sauf par ceux qui pratiquent les arts martiaux, ou le qigong, ou alors les praticiens en énergie. Hara veut donc dire ventre en japonais. Et vous allez constater qu'en se servant de cette magie, de cette énergie, en prenant conscience de sa présence, on arrive à des résultats vraiment spectaculaires. Pour nous en parler, j'ai fait appel à un médecin généraliste, acupuncteur, ostéopathe, donc un occidental, cartésien, qui a terminé sa carrière en pratiquant exclusivement la médecine manuelle. Il est âgé aujourd'hui de 84 ans. Mais vous allez voir que franchement, il ne les fait pas. C'est peut-être les effets du hara? Possible. Il nous en parlera tout à l'heure lui-même. Il est à la retraite depuis plus d'une vingtaine d'années, ce qui lui a permis d'écrire de nombreux livres sur l'art de conserver la forme en avançant dans l'âge et de donner de nombreuses conférences sur le bien-être. Il est l'auteur, entre autres, de La vérité sur le ventre plat. Ah ouais, les filles, je vous vois venir, ça va vous plaire. Moi, la première. Mais aussi de Pourquoi vieillir quand on peut faire autrement, n'est-ce pas? Ou encore de Un cerveau vaillant, rien d'impossible, ou de Vivons la vie. Enfin, voilà des ouvrages que vous pourrez vous procurer et vous faire dédicacer à l'issue de la conférence. Enfin bref, un incontournable du bien-être. C'est au travers d'une découverte anatomique que notre invité, je le disais tout à l'heure, occidental et cartésien, a mis en évidence tous les éléments qui vont nous permettre d'obtenir une attitude juste. Oui, je sais, c'est un bien grand mot, l'attitude juste. Hein, mais vous allez voir que c'est très simple, en fait, à appliquer. Je vous demande de l'accueillir comme il se doit. Notre invité ce soir est le docteur Georges Siffredi. Très bien présenté. Très bien présenté. Je ne sais pas ce que je vais dire maintenant. Ben, je te laisse faire ta conférence alors. Oui, comme vient de le dire Cécile, j'ai en effet 84 ans. Ça, cette lumière, non, ça va. Voilà. Bon, ça fait rien. Quand je parle du hara,
Enfin, elle a parlé de moi d'abord. Elle a parlé j'ai été un médecin omnipraticien. Le fait d'avoir 84 ans, c'est avoir pratiqué une médecine à une époque où il n'y avait pas de spécialiste. Et j'ai mis à Toulon, parce que j'étais médecin à Toulon, plus de 600 enfants au monde. Donc les médecins généralistes de mon époque faisaient tout. Et ce n'est que sur le tard que je me suis spécialisé dans la médecine manuelle. Je vous expliquerai pourquoi. Et parce que j'ai découvert... Pardon? Je pense que tu vas prendre mon micro, ou alors le micro qui est là, parce que ça grésille. Il marche pas? Ça grésille. Ça grésille? C'est peut-être Oh, Allez. C'est les aléas du direct. 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Pas de problème, alors j'enlève celui-là. Regarde-nous. Après, Ça fait joli. Tu crois? Peut-être qu'on essaiera de le... Il est éteint? Oui, il est éteint là-haut, je pense. Ah bon, d'accord. Oui, ben, il m'a dit... oui, d'accord. Je regarde. Oui, avoir pratiqué la médecine manuelle, je l'ai pratiqué la médecine manuelle pour une raison bien précise. D'abord, j'ai été blessé. À l'âge de 13 ans, je suis tombé d'une barre fixe, j'étais pensionnaire dans un lycée en Indochine. J'ai été blessé au milieu du dos. J'ai souffert pendant toute une partie de ma jeunesse. J'ai souffert, je faisais énormément de sport. Faisant énormément de sport, bon, j'avais mal le matin en me levant, mais disons que dans la journée, tout passait. À l'âge de 20 ans, cette douleur du dos a disparu. Elle a été remplacée par une douleur au genou gauche. Un peu plus tard, à la hanche gauche. Un peu plus tard, encore au tendon d'Achille droit. Comme je jouais au basket, je jouais au rugby, je jouais au foot. On faisait tout au lycée en Indochine. Mais à 33 ans, je suis resté bloqué sur un terrain de basket. J'étais déjà médecin installé. Et on a découvert des lésions radiologiques à une époque où on ne connaissait pas l'arthrose du sportif. On a trouvé une lésion à mon genou gauche, arthrosique, un début d'arthrose de hanche gauche. Au milieu du dos, il y avait aussi une arthrose du milieu du dos. Et on m'a dit, un professeur de faculté de médecine de Marseille m'a dit, mon cher Sifredi, vous faites une dégénérescence précoce, il ne faut plus bouger. Si vous bougez, vous serez sur une chaise roulante à 50 ans. Bon, moi, ayant fait du sport toute ma vie, ne pas bouger, ça me semblait quelque chose de très difficile. J'ai bougé en devenant chasseur, surtout marcheur, chasseur de bécasses, parce que je n'étais pas tueur. J'ai voulu surtout marcher énormément. J'ai changé mon schéma corporel. Je me suis amélioré physiquement. Et 10 ans plus tard, j'ai refait des radios. Et ces radios ont été montrées qu'il n'y avait aucune différence entre les radios de 33 ans et les radios de 45 ans. Je suis allé voir le professeur qui m'avait condamné. Je lui ai dit, monsieur, pouvez-vous m'expliquer mon apparente guérison? Et il m'a dit, il n'y a rien à comprendre, monsieur Sifredi, vous avez de la chance. Je n'ai pas accepté cette chance et j'ai voulu essayer de comprendre. C'est comme ça qu'après 8 ans d'études d'acupuncture et d'ostéopathie à Marseille chez le professeur Niboyer, j'ai réussi à découvrir qu'il y avait une force dans mon ventre. Et que cette force dans mon ventre avait une explication anatomique. Alors là, j'ai arrêté la médecine générale. Je n'ai plus fait que de l'ostéopathie. Mais non pas un ostéopathe qui faisait craquer. J'étais un ostéopathe qui était un éducateur. J'essayais d'apprendre aux gens à comprendre leur corps, comprendre d'où venait cette puissance, cette fameuse puissance du ventre dont je parlais. Et en effet, la médecine chinoise, depuis des millénaires, explique qu'il y a une puissance dans le ventre. Les Japonais l'appellent le hara, les Chinois le chant des cinabre. Cette puissance-là, il l'explique sans l'expliquer vraiment anatomiquement. Est-ce que moi, occidental et cartésien, comme vous dites, en étudiant l'anatomie fonctionnelle du professeur Kaponji, j'ai vu qu'il y avait une vertèbre qui était la clé de cette fameuse puissance. Et c'est à partir de là
j'ai rééduqué énormément de gens, en leur donnant l'explication, comment faire pour avoir toujours ce ventre puissant. Plus tard, j'ai vu que je n'étais pas le seul à avoir parlé du hara, et j'ai trouvé un livre, un Allemand qui avait écrit le hara centre de l'être, qui s'appelle Durkheim. Il a fait 17 éditions, 8 millions d'exemplaires, un livre que j'ai trouvé extraordinaire, mais très difficile à appliquer. Parce qu'il partait du cerveau pour expliquer la puissance du ventre. Et celui qui écrit ce livre a resté 3 à 4 ans au Japon. On lui avait expliqué comment faire pour avoir une puissance dans les épaules qui partait du ventre en faisant du tir à l'arc. Tir à l'arc, c'était pour moi très simple. J'expliquais aux gens comment faire pour libérer les épaules, alors que lui, il a tiré pendant 3 ans sans obligation de résultat, bien entendu. Il tirait sur une cible à 3 mètres. Ce livre est très intéressant, d'ailleurs je vous le conseille, je ne l'ai pas là, mais il n'est pas à moi. Il est très intéressant à lire, mais partir du cerveau pour arriver à la puissance du ventre, alors que c'est plus simple partir du ventre, de la puissance du ventre pour arriver à l'équilibre du cerveau, pour moi, surtout le médecin généraliste que j'étais, j'ai trouvé ça beaucoup plus simple à expliquer à mes patients. Alors en pratique, comment expliquer cette puissance du ventre? Alors la pratique, je vous la donne tout de suite. Elle est très simple, il faut savoir basculer son bassin, c'est-à-dire arrondir le bas du dos. Une fois le bas du dos arrondi, on arrive à créer un bloc solide entre les 2 dernières vertèbres et le sacrum, et à partir de là, dérouler la colonne vertébrale pour arriver à avoir un torse bombé et haut, et à ce moment-là, un port de tête qui est très important. La vie des gens qui se portent bien, c'est qu'ils ont toujours un regard horizontal. Ils sont capables de, sans relever la tête, simplement en bombant le torse, avoir les yeux en face des trous. Et à ce moment-là, vous pouvez bouger la tête avec des yeux qui sont mobiles dans les orbites. Et quand les yeux sont mobiles dans les orbites, le reste du corps est souple. Tout à l'heure, si vous voulez, vous me poserez des questions, parce que là, je brosse grosso modo ce système. Chaque matin, quand je me lève, c'est très simple pour moi. Je bascule mon bassin, je garde la bascule, je déroule la colonne vertébrale, j'ai un bon port de tête, je marche vers le cabinet de toilette en ayant toujours l'impression que mes épaules sont libres, que mes omoplates glissent, vulgairement dit en roulant les mécaniques, mais je découvre une certaine puissance en moi grâce à ça. Et chaque fois que j'ai réussi à convaincre mes patients, enfin leur expliquer à mes patients comment faire pour avoir cette puissance du ventre, que j'explique d'ailleurs dans mes livres, eh bien, j'ai bouleversé leur vie. Et c'est pour ça que j'ai parlé de la magie du hara, la magie de cette puissance du ventre. Quand on arrive à avoir un corps qui s'est redressé tranquillement, avec de bons appuis au sol, que vous avez un équilibre physique extraordinaire, vous arrivez facilement à avoir un joli port de tête, et quand vous avez un joli port de tête, vous arrivez à l'équilibre de l'esprit. Je faisais une conférence, il y a mon premier livre, Pourquoi vieillir quand on peut faire autrement, je l'ai écrit il y a une quinzaine d'années, et je faisais une conférence où j'expliquais aux gens comment faire pour avoir un bon maintien. En leur disant que c'était le livre Pourquoi vieillir quand on peut faire autrement. Si vous avez un bon maintien, il n'y a pas de problème. Vous avancez en âge en étant toujours en pleine forme. Et si vous êtes en pleine forme, tout va bien. Et personnes m'ont dit, vous savez, docteur, c'est bien beau, mais moi, basculer mon bassin, c'est compliqué. Bomber le torse, c'est compliqué. Moi, quand je suis bien dans ma tête, je suis bien dans ma peau. C'est vrai. Quand on est bien dans sa tête, on est bien dans sa peau. Mais est-on toujours bien dans sa tête? C'est très difficile d'être bien dans sa tête, mais être bien dans sa peau, c'est facile. C'est facile, il y a des exercices, quelques petits exercices qui vont libérer ces muscles du bassin
pouvoir bloquer son bassin, pouvoir avoir une bonne assise pour redresser pour redresser le corps, avoir un ventre qui s'aplatit. Avec son ventre qui s'aplatit, oui. Avoir un ventre qui s'aplatit et un bon corps de tête. Aux personnes, je leur dis, écoutez, vous allez faire cet exercice suivant. Vous allez vous mettre tout au fond de la chaise, je dis ça à cette conférence, vous pouvez le faire aujourd'hui si vous voulez. Vous arrondissez le bas du dos, vous gardez l'arrondi, vous bombez le torse, vous redressez la tête et vous me dites « tout va mal ». Impossible de dire « tout va mal » quand on a un joli corps de tête. C'est simple. Donc, avec une attitude juste physique, on aura toujours une attitude juste mentale. Et en effet, pour en revenir à ça, les orientaux disent que c'est une ineptie que de séparer le corps de l'esprit. Mais, je vous dis, ils partent surtout de l'esprit pour arriver à l'équilibre du corps, pour arriver à la puissance du ventre. Moi, d'ailleurs occidental ou latin, les latins disaient mens sana in corpore sano, pas de problème. Donc, quand on a un bon corps, un corps solide, un corps sain, un mental, le mental devient sain. Et on fait énormément de compétitions. Une fois que je n'ai plus fait de sport physique important, je suis devenu international de tir au pigeon d'argile. Et pour devenir international, il a fallu que je travaille le mental. Mais au lieu de chercher chez les orientaux les techniques de mental, je les ai trouvées chez les occidentaux. Les occidentaux, j'ai appris la concentration, j'ai appris la relaxation, j'ai appris plein de petites choses que les gens connaissaient depuis le Moyen-Âge. Par exemple, une chose qui a été très importante pour moi, ça a été une technique d'auto-analyse qui a été inventée par un prêtre il y a 2 siècles. C'est la technique de l'examen de conscience. Tout individu, je l'explique dans mes livres, tout individu est capable de faire une auto-analyse sans passer par un psychiatre, à une seule condition, c'est d'en avoir envie. Si vous voulez changer votre comportement dans la vie, vous pouvez le faire. Et j'explique cette chose que je vous expliquerai tout à l'heure si vous en avez envie, la technique de l'examen de conscience, comment faire pour s'auto-analyser, c'est-à-dire trouver les troubles de son comportement et les éliminer relativement facilement. Ensuite, une fois que vous avez découvert que vous pouviez éliminer un trouble de votre comportement, vous vous apercevrez que tous les troubles petit à petit s'améliorent, et en plus vous apprenez, si vous voulez faire quelque chose, apprenez à vous concentrer. La concentration. La concentration, c'est une chose que j'ai apprise tout seul. D'abord, il y a la concentration automatique que tout le monde a quand il écoute de la musique, quand il fait un travail quelconque, qu'elle est bien concentrée. Mais apprendre à se concentrer, c'est quelque chose de très important, surtout dans les moments difficiles. Et pour apprendre à se concentrer, je vais vous raconter une petite histoire. L'entraîneur de l'équipe de France m'a dit si Freddy, tu es médecin, dis-moi la vérité, est-ce que tu prends des drogues? Non, je ne prends jamais de drogue. Et il m'a dit, écoute, ne me raconte pas d'histoire, les Russes prennent des drogues, les Suédois prennent des drogues, et c'était une époque, je vous parle il y a quand même 40 ans de ça, hein, c'est en 1972, alors il y a une quarantaine d'années. Et toi, tu ne prends pas de drogue? J'ai dit non, je ne prends pas de drogue, il n'y a aucune raison. Il me dit, mais quand tu tires, on a l'impression que tes yeux sortent des orbites. J'ai dit, mais c'est la concentration. Alors je lui ai expliqué mon système de concentration, comment j'avais appris la concentration. Il m'avait dit, veux-tu entraîner les 12 membres du Club France? J'ai dit oui. Et sur 12 membres du Club France, qui étaient tous des gens très compétents, enfin très forts au point de vue tir, mais qui souvent en compétition craquaient.
J'ai voulu leur expliquer la concentration. Ben, il y en a juste la moitié qui a accepté de travailler. Et pourtant, c'était simple. Ça aussi, la concentration, tout à l'heure, je pourrais vous l'expliquer si vous le désirez. Comment faire pour se concentrer facilement. Vous le retrouverez dans le livre, mais je vous l'expliquerai tout à l'heure. Il y a aussi autre chose. Quoi, vous voulez ? On veut tout savoir. On veut tout savoir. Mais attendez, je brosse. Je brosse et ensuite je peux rester encore 1 heure à vous expliquer à la fois les exercices, à la fois la concentration, à la fois la relaxation, à la fois le training autogène. Par exemple, j'ai appris tout seul à me relaxer. Et ça, c'est plus facile qu'on ne le pense. Je vous l'expliquerai si vous voulez. Comment faire pour se relaxer? Comment faire pour avoir un bras lourd, un bras... Enfin, je vous l'expliquerai. Ben. Super. Bon, ensuite, disons qu'il est difficile de faire une conférence sur le bien-être sans parler de diététique. La diététique, Dieu qu'elle est compliquée quand elle est expliquée par des magazines féminins. Des magazines féminins qui veulent à tout prix vous priver de manger, alors que sans plaisir, il n'y a pas de diététique. Et moi, j'ai résumé la diététique en 2 mots. Ne mettez jamais dans la bouche la 2e bouchée avant d'avoir fini la première. Le résultat, c'est que vous arrivez à la dégustation. Vous arrivez à connaître le goût des aliments. En connaissant le goût des aliments, vous allez retrouver la concentration. Vous allez retrouver énormément de choses. Être concentré, être relaxé, avoir une diététique facile, savoir profiter des moments de bonheur quand ils se présentent. C'est une simple hygiène de vie qui est relativement simple. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez me poser des questions. Maintenant Allez. Qui a des questions? Moi, j'ai plein de questions, en fait, pour toi. Attendez, Oui. Je peux vous parler tout de suite, si vous voulez, de la concentration, justement. De la technique de l'examen de conscience. Ah ben voilà. Ben oui, non, mais Comment s'auto-analyser sans problème. Et croyez-moi, ça marche très bien. L'essentiel, c'est de le vouloir. L'essentiel, c'est de regretter certains troubles de son comportement. Alors, vous prenez un cahier de 30 pages et vous écrivez tous les jours la bêtise de la journée. Mais la bêtise que vous regrettez. Si vous ne la regrettez pas, ça n'a absolument aucune valeur. Mais si vous regrettez d'avoir rougi, si vous regrettez d'avoir eu peur de ceci, si vous avez un regret quelconque, vous l'écrivez. Le lendemain, 2e page, la bêtise de la journée. 3e jour, la bêtise de la journée. Et à la fin du mois, vous avez 30 bêtises. Faut pas, à la fin du mois, vous prenez 2 heures devant vous, vous prenez un cahier et vous faites 4 colonnes. Et dans les 4 colonnes, vous mettez les bêtises qui se ressemblent. Vous avez ainsi découvert 4 troubles de votre comportement que vous regrettez et qui vous gênent dans la vie. Je vous raconterai ce que j'ai fait, moi, après. Ça, je l'ai fait en clientèle. Hein. Je l'ai expliqué à mes patients en clientèle. Qu'est-ce que j'ai fait? Eh bien, je trouvais que je m'énervais pour rien. Bon, ça arrive souvent, de s'énerver pour rien, mais s'énerver pour rien, ça ne me rapportait rien. Un de mes 4 défauts, c'est de m'énerver pour rien. J'ai pris le plus facile, c'était celui-là. Alors donc, pendant 1 semaine, je ne me suis pas énervé. J'ai eu envie de m'énerver, j'ai souri intérieurement, je ne me suis pas énervé. Ça m'a fait du bien. La 2e semaine, j'ai dit, pourquoi pas 1 semaine? 2 semaines. 2 semaines sans m'énerver. 3 semaines sans m'énerver. 4 semaines sans m'énerver, mais c'était extraordinaire. Parce que j'ai pu... Les autres défauts que j'avais, les autres troubles du comportement se sont améliorés. J'avais une certaine timidité Bon, j'avais des scrupules. Bon, cette timidité a quasiment disparu. Enfin, du moins, c'est amélioré. Et maintenant, j'ai fait cet exercice il y a une 50aine d'années. Ben, ça fait 50 ans que je ne m'énerve plus. C'est extraordinaire.
Et si vous le faites, cet exercice, technique de l'examen de conscience, vous pouvez changer aussi. Vous commencez par le plus facile, mais vous pouvez prendre le second. Et quand vous aurez attaqué le second trouble de comportement, que vous regrettez, je dis bien que vous regrettez, et bien à ce moment-là, vous apercevrez que les deux autres disparaissent petit à petit. Bien entendu, ça ne veut pas dire que j'ai plus de défauts, mais en fait, je ne les regrette plus. Ceux-là, je m'en fiche, je les garde. Si je ne les regrette pas, surtout que si je ne les regrette pas, ils ne me font pas de mal. Voilà cette technique de l'examen de conscience qui est expliquée dans tous mes bouquins, que vous pouvez pratiquer. La deuxième, la concentration. La concentration, je vous dis, oui. Pour en rester au premier, vous parliez des regrets. Donc en fait, c'est des choses qu'on n'a pas faites, qu'on a fait. Mais les remords, c'est des choses qu'on n'a pas faites. Est-ce que c'est valable aussi on peut faire le même tableau? Non, attendez. Je dis, vous avez un comportement dans la vie, oui. Mais de temps en temps, vous faites des erreurs. Voilà. Vous les regrettez. Donc, moi, je parle des actes manqués plutôt que des choses qu'on a mal faites et des choses qu'on n'a pas fait, qu'on n'est pas allé jusqu'au bout. C'est la même technique. C'est la même technique. L'essentiel, c'est ça part de vos regrets. Enfin, il faut que je me recule. Un petit peu. Non, ça part de vos regrets. Si vous regrettez quelque chose, vous avez un moyen de l'améliorer grâce à cette technique. Mais vous améliorez 4 troubles de comportement, vous prenez le plus facile, et grâce au plus facile, vous arrivez à faire ce que j'ai fait, à ne plus m'énerver depuis maintenant une 50aine d'années, tout en conservant votre caractère, tout en conservant vos gènes. Mon père était excessivement scrupuleux, des scrupules qui faisaient quelquefois la bêtise. J'ai gardé les scrupules, mais en étant timide au départ. Petit à petit, grâce au métier, grâce à l'avancée en âge, petit à petit, cette timidité diminue. Mais disons que, au départ, il faut savoir avoir des regrets dans son comportement. Pas avoir de complexe, des regrets. Et vous vous améliorerez. Quant à la concentration, je vous ai dit que sur les 12 tireurs qui étaient dans le Club France, enfin sur les 11 parce que j'étais le 12e, il n'y en a que 6 qui ont accepté de faire l'effort. Mais la plupart ont abandonné au bout de 48 heures. Et c'était très simple. Vous voulez apprendre à vous concentrer, dans quel but? Dans le but de travailler, faire des études, faire de la compétition. À ce moment-là, il faut apprendre à être à ce que vous faites. Le matin, quand vous vous levez, il faut savoir exactement où vous mettez votre pied droit, ensuite votre pied gauche. Et petit à petit, vous allez dans la salle de bain en sachant ce que vous faites. Vous allez vous laver les dents en pensant que vous vous lavez les dents. Pensez pas à ce que vous allez faire dans la journée. Vous allez faire tout ce que vous faites dans un cabinet de toilette le matin en pensant uniquement à ce que vous faites. Et après, vous allez au petit déjeuner. Le petit déjeuner, c'est un endroit très important pour continuer l'exercice de concentration qui prend grosso modo une demi-heure tous les matins. C'est connaître le goût des aliments. Le petit déjeuner, si vous le mangez n'importe comment, en pensant à ce que vous allez faire dans la journée, vous n'aurez aucune digestion correcte. Et vous ne supporterez pas le cours de votre matinée. Ensuite, midi et soir, pourquoi pas continuer à connaître le goût des aliments? Ça vous apprendra la dégustation, ça vous apprendra d'abord à profiter de l'alimentation que vous prenez, parce qu'on n'occulte pas la digestion salivaire, on n'occulte pas, on a une bonne digestion. Si on connaît le goût des aliments, et puis en même temps, on apprend à se concentrer. Parce que quand on mange, quand on regarde la télévision ou qu'on lit le journal, qu'est-ce qu'on mange? On ne sait pas ce qu'on mange. Et à ce moment-là, la digestion est très mauvaise. Il faut savoir ce que vous faites. Ce petit exercice-là, je l'ai
Je l'ai fait personnellement, bien entendu. Je l'ai fait à une époque où je faisais de la compétition. Maintenant, je le fais moins. Mais disons que tous ceux qui l'ont fait ont amélioré leur comportement dans pas mal d'éléments. Ça, c'était la concentration. Examen de conscience, concentration. C'est pas la peine d'aller chez les zen, pas la peine d'aller chez les orientaux pour apprendre des choses difficiles. Il suffit d'apprendre à se concentrer. La relaxation. Alors, la relaxation, c'est un peu plus compliqué. C'est un peu plus compliqué. J'avais pris dans le training autogène 2 exercices. Un, c'était rendre mon corps très lourd. Un autre, rendre mon corps très chaud. Alors là, je l'explique dans mes bouquins, mais si vous prenez le site vidéo sur Google, Sifredi Nessa, Sur YouTube, vous aurez une vidéo de 20 minutes d'exercice où j'explique exactement ce qu'il faut faire pour avoir une main lourde ou une main chaude. À l'heure actuelle, je peux, en 30 secondes, rendre ma main très lourde. Quand j'ai froid dans mon lit le soir, si j'ai froid ou si j'ai chaud, je peux rendre mon corps chaud, mon corps froid, simplement par la pensée. Là, je l'ai très bien expliqué dans mon bouquin, ce serait long à vous expliquer là. Par contre, sur cette vidéo, vous l'avez gratuitement. Et puis... Il y a d'autres exercices aussi que pour débloquer, parce qu'on a vu... Alors, attendez. Bon, il est un fait que j'ai parlé dès le départ de l'attitude juste à partir du bassin. Qu'est-ce qui se passe au niveau du bassin? Nous avons une trentaine de muscles qui travaillent en synergie et qui bloquent le corps. La plupart des gens, quand vous les voyez marcher, n'arrivent pas à séparer le haut du bas du corps. Séparer le haut du bas du corps, ça veut dire bascule du bassin, grandissement au niveau d'une fameuse vertèbre, cette fameuse vertèbre que j'ai découverte en anatomie, et qui permettent de séparer le haut du bas du corps et d'avoir toujours l'impression d'avoir de bons appuis au sol et le haut du corps libre et le bas du corps libre. Bien entendu, il faut les libérer. Et pour les libérer, il y a des exercices qui sont très simples. Des exercices d'étirement. Tout le monde connaît le stretching, et les exercices d'étirement les plus simples, ceux que j'ai expliqués, en mettant le pied sur une chaise et en soufflant. Je vous montre si vous voulez. Tu veux quelqu'un pour le faire ou Comment? Tu veux quelqu'un pour le faire? Quelqu'un qui est à plat. Tu veux Magali? Oui, je préférerais que quelqu'un vienne. Ce sera mieux, tu peux regarder ton micro en même temps. Ou tu veux que je te tienne ton micro? Voilà, le principe de base, c'est que tout le système musculaire qui se trouve au niveau du bassin bloque le corps. Ça fait que la plupart des gens, quand ils marchent, ils traînent la savate. Ils ne savent pas séparer le haut du bas du corps pour marcher avec un maximum d'élégance. Alors, l'exercice le plus simple, c'est celui-là. Je mets un pied sur tendu, voilà. Ensuite, j'arrondis le bas du dos, j'arrondis, jusqu'à ce que je sente une douleur dans les muscles qui sont derrière la cuisse. Je reste là, et maintenant je souffle, videz, soufflez. Laissez remplir, soufflez. Laissez remplir, soufflez. Laissez remplir. 3 fois d'un côté, 3 fois de l'autre. Vous avez à ce moment-là, quand vous arrondissez le bas du dos, donc, vous basculez votre bassin, vous allez grandir, et vous allez maintenant pouvoir marcher avec élégance. On va danser tous les deux. Voilà, le principe, il est banal. Ces muscles-là, il y en a une trentaine, ils bloquent le corps, ils empêchent la liberté de cette fameuse vertèbre qui sert de point d'appui pour le redressement du bas du corps, pour le redressement du haut du corps, je veux dire. Et cette libération qui prend 3 minutes le matin,
et 3 minutes le soir avant de se coucher, parce que dans la journée, on a emmagasiné, ces muscles se sont contractés, contracturés, et vous allez pouvoir les libérer. 3 minutes d'exercice du matin, 3 minutes d'exercice le soir. Maintenant, on peut aller plus loin. Je parle de celui-là parce que c'est le plus important, mais je ne sais pas si vous avez regardé les gens qui étirent le quadriceps. Hein, étirer le quadriceps pour rentrer sur un... Si vous regardez des matchs de foot ou de rugby, vous voyez toujours les footballeurs en train d'étirer, faire ces étirements que j'explique dans mes livres, qui s'est basé sur l'expiration. Quand j'ai dit à Magali, souffler, elle a commencé par inspirer. Elle a fait l'erreur du siècle. Il ne faut jamais inspirer. Si vous êtes en train de vous noyer, si vous inspirez, vous allez avaler de l'eau. Si vous trempez la tête dans l'eau, soufflez, automatiquement, l'inspiration est automatique. Faites-en l'expérience, soufflez et laissez remplir. L'inspiration est facile. La plupart des exercices respiratoires basés souvent sont souvent compliqués. Les sportifs, quand vous les voyez courir, ils soufflent. Et ils respirent tranquillement. Bon, j'ai brossé beaucoup de choses, mais je n'ai pas terminé, j'ai plein de choses à vous dire. Hein. Mais vas-y, vas-y. Non, plein de choses à vous dire, mais il faut me poser des questions. Juste, voilà. Vas-y, levez le doigt comme à l'école, sinon je ne vous vois pas. Vous parlez d'une vertèbre, mais est-ce laquelle en particulier? Alors, c'est la troisième. La troisième vertèbre lombaire, c'est ma découverte. C'est ma découverte. Et pour les gens qui ont une vertèbre de plus, est-ce que ça change quelque chose? Ça ne change absolument rien. La stabilité, Il faut bloquer, il faut... La façon, dans la bascule du bassin, dans l'arrondissement du bas du dos, lorsque vous avez bloqué toutes les dernières vertèbres au sacrum, vous avez libéré la troisième vertèbre lombaire qui sert d'appui. Si vous ne basculez pas votre bassin, et si vous ne vous redressez pas, vous ne la libérez pas, et tout le corps fonctionne en bloc. Lorsque vous ferez ceci, grâce à cette technique-là, grâce à cette vision de l'individu que j'ai eue sur la troisième vertèbre lombaire, j'ai supprimé énormément de hernies discales. J'ai empêché les gens, d'ailleurs dans mon site, dans un de mes sites internet, il y a marqué « On ne devrait jamais avoir mal au dos ». Les gens qui savent basculer leur bassin et grandir, et rouler les mécaniques, marcher avec un maxi... on ne lève pas le menton. Hein. Il y a interdiction de lever le menton. Il faut bomber le torse à partir du ventre, bomber le torse. À ce moment-là, vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre tête. La plupart des femmes ont des problèmes de cervicalgie. Pourquoi? Parce qu'elles lèvent souvent la tête, elles lèvent le menton, de peur d'avoir un double menton, ou de peur de... Je sais pas. La danse classique. On l'a appris. Non, apprenez à bomber le torse. Et à ce moment-là, votre tête est libre de faire ce qu'elle veut. Ensuite, lorsque vous avez une tête libre, c'est extraordinaire une tête libre, des yeux libres. Tenez, par exemple, les gens vieillissants, comment ils tournent? Voilà, ça, ce sont les gens qui vieillissent. Mais les gens qui ne vieillissent pas, comme moi, d'abord, on ne tourne pas la tête, on tourne l'œil. Ensuite la tête, ensuite les épaules, et ensuite on démarche. Donc, chaque fois que vous faites un mouvement, faites-le avec un maximum d'élégance. Sentez que vos omoplates sont libres, sentez que votre bassin, que vous avez pu aplatir votre ventre, simplement en redressant votre corps. Si j'ai écrit la vérité sur le ventre plat, c'est pas pour vendre un livre qui se vend d'ailleurs tout seul quand même. Mais disons que, pourquoi? C'est pour lutter contre les magazines féminins, qui sont des magazines dangereux au point de vue esthétique, au point de vue diététique, parce qu'ils privent les gens de manger, en leur expliquant que moins ils mangent, plus ils vont maigrir, ce qui n'est pas vrai, parce que le cerveau organise un système, moins on mange quelquefois, plus on grossit. C'est extraordinaire. Le cerveau se dit, non, 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 moi je ne veux pas brûler plus de calories, tu n'as pas d'activité physique, eh bien je ne brûle pas.
Et tu grossis quand même en mangeant un yaourt. Alors qu'en dégustant, en ne mettant jamais la deuxième bouchée dans la bouche avant d'avoir fini la première, ben à ce moment-là, le cerveau fait tout, règle tous vos problèmes. Et le ventre plat, c'est pas la beauté de la femme. La beauté de la femme, c'est le port de tête. Toute personne qui a un joli port de tête a d'abord le ventre qu'elle mérite. Et un petit ventre n'a jamais été quelque chose qui nous a... Non, si je continue, ça va être un petit peu... Mais je peux vous assurer que les ventres avec avec, comment ça s'appelle, les tablettes de chocolat, dans les salles de musculation, les professeurs de muscu me disaient, tu sais, ces ventres plats, c'est pas des bons coups. Non, attention. Faire du muscle bêtement, alors que les femmes ont un problème, c'est qu'elles ont des dos plats. Et les dos plats, automatiquement, en avançant en âge, vont avoir un petit ventre. Mais regardez tous les grands peintres. Ils ont toujours cultivé ce ventre. Il est très joli, un petit ventre. C'est très joli, un petit ventre. Mais pas à notre époque. À notre époque, c'est pas tout à fait le truc. Regarde le petit ventre. On a le ventre plat que l'on mérite lorsqu'on bascule son bassin le matin, qu'on grandit. Voilà. J'ai toujours eu un petit ventre. Moi, je jouais au basket. J'ai joué au basket à Marseille. Et on avait 20 ans. On avait tous un petit ventre. On a fait des abdominaux en pagaille. Et on a toujours conservé notre petit ventre. Le petit ventre, ça n'a rien à voir. Le ventre dynamique est important. Si on dynamise son ventre, on n'a jamais mal au dos. Et ça, c'est plus important que le reste. Et deuxièmement, regardez les femmes qui ont un joli port de tête, elles ne vieillissent pas. Ça ne vieillissent pas. Et elles ont le ventre qu'elles méritent. On est comme ça. À part ça. Oui, c'est ce qu'on avait te demandé, justement, quand tu dis, quand tu écris, déjà la vérité sur le ventre plat, ça dit, on commence à cerner un petit peu, les filles, je pense que voilà, on se tient droit. Est-ce que tu as des exercices, en fait, Pour déjà, avoir un ventre plat. pour débloquer, tu sais, pour justement débloquer. Débloquer, C'est pas si facile il faut que ça, débloquer les muscles du bassin pour pouvoir arrondir le bas du dos. Je dis arrondir le bas du dos parce que les gens imaginent mieux l'arrondissement que la bascule du bassin. Mais une fois l'arrondi fait, on est capable de grandir sur cet arrondi. Comme je dis dans mon livre, parce que j'ai eu... La première fois, dans un premier livre, je disais qu'il fallait ouvrir les hanches. Non, après j'ai dit arrondir, marcher avec le coccyx entre les jambes. Et non, c'est une image. C'est plus facile de sentir son coccyx entre les jambes et de marcher avec le coccyx entre les jambes. Automatiquement, le ventre s'aplatit. J'ai toujours mon petit ventre. Hein. J'ai le même ventre qu'à 20 ans. Et j'en ai 84 maintenant. Bon, alors... Georges, tu dis aussi en fait que de faire des abdominaux, c'est pas faire des abdominaux, c'est une erreur. Les danseurs ne font jamais d'abdominaux. Ils ne font que des étirements. Donc, faire des abdominaux, c'est une erreur. Donc en faisant des étirements... En faisant des étirements et en grandissant, on aplatit son ventre. Si on fait des abdominaux, on raccourcit les abdominaux. Et on ne peut plus se redresser. Et c'est comme ça qu'on se fait mal au rein. On se fait, les footballeurs se font des maladies des adducteurs, se font des... Donc, je dis bien, arrondir, grandir, élégance. Quelqu'un a-t-il des questions? Je ne sais pas, pour d'autres. Levez la main, hein. Sinon je ne vous vois pas. Ça y est? Ça vous a pas fait plus que ça? Moi j'en ai d'autres questions, je vais te les poser là-bas. Je t'écoute. Je vais voir. Donc, de toute façon, vous avez une vidéo gratuite. Une vidéo de 20 minutes avec ma petite fille qui sera mon mannequin, qui est une jolie fille. En plus.
J'aimerais bien si tu peux nous parler de la respiration, justement, comment bien respirer. Parce que ça, je pense que c'est quand même très important. Alors, j'ai écrit un livre. Quand je faisais de l'acupuncture, j'ai étudié les 7 souffles. Quand j'ai lu les 7 souffles, j'ai dit je ne sais plus respirer. Je ne sais plus respirer. Alors, j'ai écrit un livre qui s'appelle Pourquoi vieillir quand on peut faire autrement. Il y a 160 pages. Il y a une page sur la respiration. Une seule page. Je dis aux gens, apprenez à souffler et laissez l'inspiration se faire. La plupart des gens vieillissent en inspiration. Les gens, vous les voyez vieillir, ils sont de plus en plus en inspiration. On dirait qu'ils cherchent l'air. Et en plus de ça, l'ennui, c'est quand ils font trop d'inspiration, ils ossifient les cartilages costaux, et ce qui fait qu'ils ne savent plus souffler. Par contre, si vous apprenez très jeune à souffler en permanence, de façon à garder la souplesse des côtes, l'inspiration, si vous soufflez, l'inspiration, elle est automatique. Il n'y a aucun effort pour inspirer. Si vous savez souffler, vous savez respirer. C'est tout. J'ai écrit une page sur la respiration, alors que vous avez des romans qui ont été inscrits sur la respiration. Et les 7 souffles chinois, je dis ça à la fin, je ne savais plus respirer. Et alors, comment ne pas vieillir? Puisque tu as écrit justement pourquoi vieillir quand on peut faire autrement. C'est quoi cet autrement? Comment ne pas s'user prématurément en avançant ton âge? Je vous ai dit, la chance de ma vie, c'est d'avoir été condamné à 33 ans à ne plus bouger. J'ai réussi à bouger. En plus, ayant, si vous voulez, en ayant toujours su, en faisant du sport, comment respirer, parce que je savais toujours souffler. Quand j'étais essoufflé, je soufflais. Quand vous cherchez l'air, vous êtes essoufflé, arrêtez-vous, soufflez violemment. Ça y est, vous avez récupéré. Pourquoi? Comment? Alors, ce qui fait qu'en fin de compte, dans la mesure où j'essaie toujours d'avoir la démarche la plus élégante possible. C'est pas facile, mais c'est pas difficile non plus. Pourquoi traîner la savate alors qu'on peut s'enrouler les mécaniques, hein? On peut très bien marcher avec le torse bombé, un regard horizontal, sentir que vous avez bien séparé le haut du bas du corps. C'est une sensation qu'il faut créer, qu'il faut travailler. Hein? Ça se travaille. Il faut 1 semaine pour comprendre. Et il faut 6 mois pour que le cerveau l'intègre. Cette séparation du haut et du bas du corps. Et quand vous aurez compris cette séparation du haut et du bas du corps, dans chaque mouvement, tous les mouvements seront élégants. Et de temps en temps, moi j'ai vu des gens dans ma clientèle qui ne comprenaient pas cette séparation. Je leur disais, allez, on va danser un tango tous les deux. Je le voyais tout de suite. Hop, hop. Elles se positionnaient. Donc elles connaissent le système. On ne va pas danser comme ça. Elles connaissent le système. Or, vous le connaissez, le système. Deuxièmement, si vous ne comprenez pas, eh bien, mettez-vous devant la glace et chantez. Chantez à tue-tête. Vous verrez comment votre corps se modifie pendant que vous chantez. Vous le connaissez, le système. Le plus dur, c'est de le répéter dans la journée. On ne peut pas chanter tout le temps dans sa tête. J'avais une petite histoire, je vous raconte. J'ai rencontré un homme de 70 ans qui me disait, ah, vous chassez la bécasse? Je dis oui. Il me dit, maintenant je ne peux plus chasser la bécasse parce que j'ai pris du ventre et au bout de 2 heures, j'en peux plus. J'en peux plus. Alors je lui dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Alors c'était en Bretagne. Bon, moi j'habite Toulon. Alors je lui ai dit, vous allez sur la grève, où il n'y a personne, et vous chantez à tue-tête. Vous marchez en chantant. Et vous croyez? Je dis, oui, vous faites ça.
s'il n'y a pas grand monde en Bretagne, il y a des endroits où vous serez seul, vous chantez à tue-tête. Il a chanté à tue-tête, et c'était en été, à Noël, il m'a envoyé une carte d'Irlande. Il avait chassé 2 heures la bécasse. Il m'a dit, maintenant je marche, parce que j'ai chanté à tue-tête. En chantant à tue-tête, alors son corps, il avait pris du ventre, oui. Pourquoi? Non pas parce qu'il mangeait, mais tout simplement parce qu'il avait diminué son activité physique. Et en diminuant son activité physique, il avait perdu cette attitude dynamique. Et en conservant cette attitude dynamique, en chantant et en marchant, en chantant, parce qu'il faut chanter, il avait retrouvé un système, une certaine fonction. Et à Noël, à l'été, il ne pouvait plus marcher, à Noël, il a chassé 2 heures la bécasse en Irlande. C'est tout. C'est super ça en fait, dans les filles, au lieu d'aller courir, le jogging et tout, de bien s'essouffler, il faut simplement aller marcher et chanter à tue-tête en pleine colline. Il n'y a pas que marcher, il faut marcher avec le maximum d'élégance. Ah oui, marcher comme une panthère, donc. Non, il ne faut pas traîner la savate. Il ne faut pas traîner la savate. Il faut savoir marcher. Et dans la colline, vous pouvez rouler les mécaniques. Hein, en plus, voilà, il n'y a personne, mais c'est vrai que. En fait, et marcher sur terrain accidenté, c'est encore meilleur. Marie-Jeanne, elle a garçonné, il n'y a pas de souci. Il peut le faire. Il y a des gens qui font du jogging, là, ici. Il y en avait, oui. Eh bien, le jogging, pour les gens qui ne savent pas courir, c'est très dangereux. Les gens, il faut savoir courir pour courir. Il faut faire du jogging. Si vous savez, mais par contre, si vous courez sur des terrains accidentés, alors à ce moment-là, il n'y a pas de problème. Grâce au changement d'appui, le corps se réorganise. Pour dynamiser son corps, c'est pas, il faut connaître l'élégance du mouvement. Ok, c'est super. Déjà, bon, on sait bien parce qu'on a quelqu'un qui court, mais qui court sur du plat en règle générale. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon en fait de courir? Parce qu'on entend des fois en disant, bon, il paraît que c'est pas bon pour le corps, alors c'est bon pour le muscle. Enfin, on est un petit peu perdu quand même. En tout cas pour le truc de la course. Vous savez, j'ai soigné beaucoup de sportifs, surtout les vieux sportifs, footballeurs, rugbymen. Bon, les footballeurs s'arrêtent de faire jouer au foot, prennent du ventre, ils ont de plus en plus mal au dos, on les soigne, on voit des ostéopathes pour guérir leur dos. Prenez un ballon et allez courir sur un terrain. Sans ballon, on ne savait pas courir. Et c'est vrai, ils ne savent pas courir sans ballon. Ils croient faire du jogging, mais quand ils ont un ballon, ils changent d'appui. Et en changeant d'appui, ils organisent leur corps. Le rugbyman, pareil. Les rugbymen ne savent pas courir sans ballon. Il faut qu'ils se fassent des passes en même temps. Et tout ça, c'est... Nous avons une connaissance de notre corps à travers... Souvent, je posais la question, quel est le sport que vous pratiquiez quand vous étiez jeune? Qu'est-ce que vous... Hein? J'ai soigné une vieille dame une fois, on m'a apporté, soi-disant, elle devait mourir. Du bac à sable. Hein? Moi, je faisais du bac à sable. Comment? Du bac à sable. Non, une dame, une fois, vient à mon cabinet, accompagnée par sa fille, elle a 80 ans, et elle est complètement figée. Elle ne peut plus marcher, elle marche comme ceci. Et bien entendu, les médecins ont dit que c'était plus psychique que physique. Petit à petit, on lui a donné énormément de tranquillisants. Avec énormément de tranquillisants, bien entendu, le système musculaire n'a plus fonctionné. Et en acupuncture, on le sait, quand les gens prennent des tranquillisants, on peut piquer avec une aiguille, les muscles ne répondent pas. Donc, en fin de compte, cette pauvre femme partait de la maison à l'hôpital, et elle était venue chez moi en disant on m'a dit que vous étiez le bon Dieu, alors il faut que j'essaie de voir, je touche son dos, parce que je faisais de la digitoponcture. Je touche son dos c'était du béton. Impossible de pénétrer dans les muscles. Impossible, ça me faisait mal aux doigts. Alors, je l'ai à peine un petit peu touché. Je lui ai dit, écoutez, madame, pour aujourd'hui, je ne peux rien faire. Elle m'a dit, vous m'avez fait du bien quand même. Je dis, oui, madame, je vous ai un peu touché, mais ce n'est pas suffisant. Il faut faire un travail d'1 mois.
mais je ne peux pas venir demain. Non, 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 vous viendrez dans un mois, mais pendant un mois, je vous pose la question. Est-ce que vous avez fait du sport dans votre vie? Elle m'a dit non, jamais le sport. Est-ce que vous aimiez danser? Oui, j'aimais beaucoup danser. Ah, très bien. Est-ce que vous aimiez la rumba? Oui, 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 docteur, j'aimais la rumba. Je dis à sa fille, qui avait une soixantaine d'années, je dis voilà, vous achetez une cassette, une disquette de rumba, à l'époque c'était les petites cassettes, et tous les soirs, elle va faire 5 minutes de rumba devant la glace. 5 minutes, ou 10 minutes. Bon. La rumba a fait un travail dans le cerveau de cette brave dame. Elle est revenue un mois plus tard. La fille a compris le message. Elle est revenue un mois plus tard. Et j'ai pu un peu travailler ses muscles, grâce à la rumba. Parce que j'avais remis en fonction un système musculaire qui ne fonctionnait plus. J'ai travaillé pendant 6 mois. Tous les mois, je l'ai vue. Et au bout de 6 mois, elle est allée faire son marché. Voilà une femme qui est passée d'hôpital grâce à la rumba, grâce au mouvement que je recréais dans son corps, cette femme a revécu. Elle a revécu normalement. Normalement. Alors que la médecine, c'était l'hôpital parce que c'était psychique, soi-disant. Georges, autre chose, j'ai entendu tout à l'heure, tu nous parlais en fait pour arrêter de fumer. Moi, comment je sais que tu as un petit truc, en fait, si ils sont intéressés. Mais non. Est-ce qu'il y a des gens qui fument qui veulent s'arrêter de fumer? Ah non, non, mais... Ah non, c'est trop bien ça. Si vous voulez vous arrêter de fumer, j'ai des trucs, c'est vrai. Mais comment j'ai arrêté de fumer? Les gens venaient me voir en me disant, docteur, j'ai envie de m'arrêter de fumer, pouvez-vous me faire de l'acupuncture? Je disais non, jamais de la vie. L'acupuncture, ça me sert, c'est un adjuvant banal, mais c'est pas ça qui vous fera arrêter de fumer. Elle me dit alors comment faire? Est-ce que vous avez envie de vous arrêter? Elle me dit oui. Ah, si vous avez envie, alors nous allons faire un programme. Un programme d'1 mois. C'est un truc que j'ai inventé, hein, tout de suite, qui a très bien marché. Le premier mois, vous ne fumez jamais le matin et vous fumez tout ce que vous voulez dans l'après-midi. Première prise en charge cérébrale. La personne décide de s'arrêter de fumer et elle fait un effort particulier. Elle ne cherche pas l'acupuncture simplement pour s'arrêter de fumer, elle va faire un effort particulier. Et cet effort particulier, il est important parce que c'est elle qui décide de ne pas fumer le matin. Quand à 10h du matin, elle a envie de fumer, elle dit non, j'ai le temps, je peux fumer tout ce que je veux dans l'après-midi. Et en effet, en fumant tout ce qu'elle veut dans l'après-midi, la meilleure, c'est qu'elle n'en fume que la moitié. Elle en fume 2 fois moins. Elle revient au bout d'1 mois, la personne, et je lui dis, voilà, maintenant vous avez fait votre premier travail, faire le deuxième travail maintenant. Ah bon, vous ne faites pas l'acupuncture tout de suite? Non, 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 il faut un deuxième travail. Le deuxième travail, c'est simple aussi. C'est, je ne fume toujours pas le matin, et l'après-midi, quand je prends la première cigarette, je la regarde, je l'insulte, je peux lui parler, je lui dis, je te fumerai dans 5 minutes si j'en ai envie. Il faut lui parler à la cigarette. Si vous ne lui parlez pas, c'est pas pareil. Alors vous lui parlez à la cigarette en disant, petite salope, mon petit souci, ce que vous voulez, je te fumerai quand j'en aurai envie. Et au bout de 5 minutes, des fois, vous n'avez plus envie de fumer. Vous la remettez dans son sac et je te refumerai quand j'en aurai envie. Et ainsi de suite. Lorsque, au bout de 2 mois, elle a fait ce travail, alors j'accepte de faire l'acupuncture en supplément. Mais si on n'avait pas fait le travail au départ, automatiquement, vous rechutez. Parce que j'ai arrêté la cigarette à 36 ans, parce que j'ai cru que je fumais comme un pompier quand je jouais au basket. J'ai arrêté à 36 ans en pensant que ça pourrait me faire du bien pour mon arthrose. Rien du tout, ça n'a rien fait. Mais j'ai arrêté quand même. J'ai recommencé à 74 ans pour le plaisir. Mais je ne fume jamais le matin.
Et je ne fume que la cigarette qui va me faire plaisir. Mais uniquement celle qui va me faire plaisir. Et si par hasard, j'en sens le besoin, alors là, j'arrête un mois. Si par hasard, alors je ne fume jamais le matin, bien entendu, je n'ai pas. Et la cigarette, après le repas de midi, elle est très bonne. Bon, je fumais 3-4 cigarettes par jour, c'est bien. Mais au bout d'un certain temps, on commence à redevenir accro, parce qu'on n'arrêtera jamais l'envie de fumer. Et bien à ce moment-là, en sachant que pour sa santé, c'est pas bon, hein, pas pour le portefeuille, à mon âge. C'est pas bon non plus, hein, je te rassure. Oh, c'est pas grave. Surtout pour le C'est portefeuille. grave pour les enfants. C'est grave pour les enfants, mais pour nous, bon, c'est pas le portefeuille qui va nous gêner. C'est pas le portefeuille qui va nous empêcher de rouler en voiture. C'est pas le portefeuille qui va nous empêcher de fumer. On se privera de pas mal de choses, mais on ne se privera pas de ces trucs dont on est accro. Mais la personne qui a envie de s'arrêter de fumer, il faut qu'elle fasse un travail personnel. De la même façon, pour se concentrer, il faut faire un travail personnel. Pour se relaxer, il faut faire un travail personnel. Chaque fois qu'on est capable de décider de soi-même, c'est extraordinaire ce que on développe comme capital confiance dans le corps que nous avons, un corps merveilleux, un corps qui, malgré le cholestérol, l'hypertension, j'ai tout ça, je le gère. J'ai tout ça, mais de toute façon, ça ne me dérange pas. Je relève de grippe, mais grâce à la conférence, j'ai oublié que j'ai eu la grippe. C'est une bonne mais non, mais disons que de toute façon, on est inépuisable. On est inépuisable si on le veut bien. La condition, j'ai bien entendu, c'est d'avoir toujours des désirs, mais ne pas se laisser déborder par ces désirs. Ce que je voulais dire. J'écoute. J'ai beaucoup de tics. De tics? Oui. Et est-ce que je peux arriver moi-même à diminuer tout ça? Oui. À une condition, c'est pas faire de complexe sur ces tics. Non, il ne faut pas faire de complexe sur le tic. Vous avez un tic, vous avez un tic qui disparaîtra tout seul. Si ce tic vous complexe, c'est affreux, il sera présent toute la vie. Mais si vous vous dites, mais en fin de compte, quand j'ai pas de tic, je suis jolie. Et quand j'ai encore des tics, peut-être que je suis encore jolie. J'arrive toujours à plaire. Alors, qu'est-ce qu'on s'en fout pas mal de vos tics? Voilà, vous venez de le dire, ça vous fatigue d'avoir ces tics. Mais vous n'y attachez pas d'importance, je ne vous donne pas 2 ans avant qu'ils ne disparaissent. Ce tic est dû à quoi? On n'en sait rien. On n'en sait rien, c'est un problème dans son cerveau. De toute façon, je vous assure, la plupart des gens que j'ai pu guérir de pas mal de petites misères, que soi-disant les grands spécialistes ont trouvé des solutions. Vous savez, on découvre énormément de choses sur le cerveau. Une des dernières découvertes, c'est une personne qui a eu... vous arrivez à vous muscler en pensée. Vous êtes allongé sur votre... Vous êtes paralysé. Vous êtes paralysé, des gens qui étaient paralysés, ils ont fait travailler leurs muscles par le cerveau. Ils ont fait fonctionner les muscles dans le cerveau. Ils ont réussi à récupérer ces fonctions. Le cerveau, c'est quelque chose d'extraordinaire. Moi, j'ai de l'hypertension, j'ai du cholestérol, je suis timide, enfin, j'étais. Disons, deux tempéraments. Mais je profite de tous les moments de bonheur quand ils se présentent, et tant que je jouerai au golf, tant que j'irai à la chasse, tant que j'aurai de l'activité physique, activité mentale, bon bah... Écris, c'est déjà pas mal. Hein? Tu écris, c'est déjà pas mal. J'écris un peu, oui. L'activité mentale, je trouve que c'est pas mal quand même. Oui, mais en fait, ce que j'écris, je suis incapable d'écrire un roman. J'écoute. Oui, voilà. Moi, j'ai pas de tic. J'ai une sciatique paralysante. Une sciatique paralysante, oui. Je m'en sors
Attendez. Il faut que j'appuie sur la Non, attendez. Vous avez une sciatique paralysante depuis combien d'années? 1 mois et demi. Bon, l'IRM montre quoi? Je le saurai demain. Vous le saurez demain. Surprise. Bon, de toute façon, écoutez-moi. Il y a une vingtaine d'années, j'enlevais 3 hernies discales sur 4 aux chirurgiens, tout simplement grâce à mes techniques de maintien, que vous avez acheté tous les bouquins. Vous êtes blindé à condition de les lire, comme je vous l'ai dit, comme un roman d'abord, de façon à comprendre ce qui se passe au niveau de votre bassin. Si l'IRM montre une grosse hernie, il n'y a pas de problème à l'heure actuelle, la microchirurgie. Alors qu'il y a 30 ans, moi j'enlevais les malades aux chirurgiens, à l'heure actuelle, ce n'est pas la peine. La microchirurgie a fait des progrès tellement extraordinaires que ce n'est pas la peine de se priver de ce petit acte chirurgical qui est relativement simple maintenant. Je dis bien. Vous habitez à quel endroit? À Grimaud. Bon, enfin, sinon, sur Toulon, moi, je pourrais vous donner le nom d'un chirurgien qui fait de la microchirurgie, qui est vraiment très bon. Mais de toute façon, moi, les gens, je les guérissais grâce au maintien. Bon. Si la hernie, parce que souvent, vous avez des gens qui ont des sciatiques, qui sont simplement d'origine musculaire et pas tellement d'origine hernie. Ça, le maintien les guérit très bien. Personnellement, je pense que c'est plus ça. On ne sait pas, vous n'avez pas fait, vous n'avez pas les radios. Les radios, vous les aurez demain. De toute façon, il ne faut avoir aucun complexe sur une sciatique paralysante. À l'heure actuelle, c'est simple. Ça se guérit très bien. L'essentiel, après, c'est de savoir se rééduquer. L'essentiel, les livres vous serviront, après une intervention, à apprendre à toujours bomber le torse, enfin toujours bien placer son bassin avant de se redresser. En fait, j'ai pas le choix. L'intervention, Ça dépend de ce qu'il y a. Si c'est énorme. Bon, mais je vous dis, l'intervention, alors qu'avant, je l'enlevais parce qu'il y avait un danger dans l'intervention. À l'heure actuelle, il n'y a pour ainsi dire plus de danger. Moi, j'ai vu ces derniers temps quelques microchirurgies. C'est vraiment, je m'en suis privé il y a une trentaine d'années. Je m'en suis privé parce que j'avais peur d'opérer les gens. Et maintenant, opérer, c'est vraiment de la rigolade. De toute manière, Georges est sur Facebook, donc si vous voulez la voir, il donnera peut-être d'autres renseignements. J'ai une autre question pour toi, Georges. Oui. Il est vrai que, apparemment, vous nous présentez tout ce qui concerne le corps, mais vous avez fait allusion à la relation directe avec l'esprit. Moi, j'ai une question. Un des problèmes que je rencontre, c'est ma difficulté de réaction par rapport aux agressions. C'est-à-dire que les agressions du monde extérieur ont beaucoup d'effet sur moi et j'ai beaucoup de mal à gérer ça. Alors, puisque... Prenez, monsieur, je vous assure, la technique de l'examen de conscience. Je peux vous assurer que vous n'aurez pas la réponse à cette question-là. Vous allez avoir une réponse à une autre question, à un autre trouble de votre comportement que vous trouvez mineur, qui ne vous... Pourtant, il est important. Et en corrigeant ce petit trouble, vous allez corriger votre réponse aux agressions. Parce que dire « je ne vais pas m'énerver de but en blanc », en fait, dans les quatre troubles de mon comportement, il y avait 4 troubles, dont un m'énerver pour un rien. Ce n'est pas répondre aux agressions, parce que ça, c'est quelquefois très, très important. Mais répondre de façon agressive à une agression, à une attaque mineure, vous voyez que c'est regrettable. Hein, nous sommes d'accord. Alors donc, en faisant la technique de l'examen de conscience, qui va vous prendre un mois, vous allez trouver le défaut, le trouble de comportement important que vous allez pouvoir corriger facilement. Et après, les autres se corrigent eux-mêmes, tout seuls, sans passer, je dis bien, la technique de l'examen de conscience, pour moi, c'est quelque chose de merveilleux. Lorsque j'ai écrit mon livre à cerveau vaillant, rien d'impossible, j'ai écrit ce livre il y a 15 ans, ou 14 ans,
Je l'ai donné à ma femme pour qu'elle me le lise, pour qu'elle fasse... C'est une lectrice, une grande lectrice, ma femme. Elle m'a dit, ton livre est infantile. Il est infantile. Et je l'ai donné à un professeur de neuropsychiatrie pour qu'il m'en fasse la préface. Et je lui ai dit, si vous le trouvez infantile, il me dit, vous avez de la chance, vous les médecins, de pouvoir écrire aussi simplement. Parce que nous, si on écrivait comme vous, on passerait pour des idiots. Mais vous, c'est génial votre bouquin. Il est génial. Et mon petit bouquin infantile pour ma femme, il est génial. Ça Je vous assure. Je vous assure. Et là-dedans, la technique de l'examen de conscience est expliquée. C'est simple. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de chance. Installé en 1958, à une époque où il n'y avait pas de spécialiste, où le médecin était quelqu'un, c'était le médecin de famille, le médecin à qui on confiait tout. Et on se prenait au jeu. On se prenait au jeu. On avait envie de soulager les gens. On gagnait bien notre vie. On fraudait le fisc. Comme tout le monde, à cette époque-là. Non mais, c'était une époque où on pouvait le faire. Maintenant, ils ne peuvent plus. Non, mais disons qu'on gagnait largement notre vie sans voir 50 malades par jour. Donc on a eu une vie passionnante. Et cette vie passionnante m'a permis d'aimer le métier que j'ai fait. Et donc, si vous voulez, petit à petit, découvrant à chaque instant des moyens d'améliorer le comportement des gens sur des détails. Tout ce que je vous ai raconté sont des détails. Technique de l'examen de conscience. Voilà. Donc ça, c'est le À Cerveau-Vaillant, rien d'impossible. On va peut-être soit faire une petite pause, parce que ça fait déjà plus d'1 heure et quart que tu parles. Si vous voulez faire une petite pause, on continue encore sur les questions-réponses. Si vous avez des questions, qui a des questions, comme j'ai expliqué, je suis infatigable. Une petite question sur la... Vous avez dit que l'important, c'est pas d'avoir un ventre plat, mais un ventre tonique. Oui. Et que les abdominaux, d'après vous, c'est pas... Ça ne sert à rien. Alors, comment avoir un ventre tonique? Bien, venez. Voilà. Elle a osé parler. Ah, voilà. Non, non, mais c'est bien. C'est bien comme ça, tout le monde aura le mouvement. Le mot tonique ne me plaît pas. Le mot dynamique me plaît. Le mot dynamique me plaît. Mais pas tonique. Tonique, qu'est-ce que ça veut dire? Appuyer sur le ventre, mon ventre il est mou. Il est mou. Et maintenant on va le durcir. On va le durcir sans rentrer les abdominaux, sans rentrer le ventre. Attends, je bois. Et ça intéresse du monde, hein, je sais pas. Alors, pour dynamiser un dos plat, le problème des femmes, c'est le dos plat. Pour dynamiser un dos plat, voilà la grosse erreur. Mais tant pis, quoi. Les femmes disent je suis cambré. Ben, c'est un dos plat. Un dos plat, c'est une colonne vertébrale droite sur des fesses d'autruche. C'est une image. Hein, c'est une image. C'est une image. Alors le problème des dos plats, c'est de comment j'arrondis le bas de mon dos. Penchez-vous en avant, arrondissez au maximum. Ah, je sais pas, c'est pas mal. C'est pas mal. Très bien. Alors vous gardez l'arrondi. Gardez l'arrondi. Alors, au début, si vous voulez, serrez légèrement ici les fesses. Là. Bon, maintenant, vous déroulez la colonne vertébrale, pas la tête. Vous bombez bien le torse, le ventre. Il ne s'est pas dynamisé? Eh bien alors, on marche, on va lancer. Non, il ne faut pas le tenir, le ventre. J'arrondis, je grandis, je garde l'arrondi et j'essaie de marcher avec un maximum d'élégance. Vous avez un ventre tonique. Bon, alors, ce soir dans la glace, vous chantez et regardez comme votre ventre se tonifie. Mais vous avez un arrondi facile. Voilà, j'arrondis, je grandis,
Je bombe le torse et je marche avec élégance. Et en plus, vous avez la possibilité d'arrondir le bas du dos, ce qui est très rare pour les femmes. Ah bon? C'est beaucoup de yoga. Moi, c'est pas facile. Comment? Beaucoup de yoga. Alors le Le yoga. yoga, ça aide quand même. Le yoga, c'est très bien dans la mesure où on comprend la séparation du haut et du bas du corps dans le lotus, par exemple. Mais maintenant, ce que j'aimerais, c'est que mon lotus, je me le fasse et je continue à marcher. L'ennui du yoga, c'est ça. Si on ne bouge plus. Alors, il y a des professeurs de yoga qui sont assez poussés sur la dynamique. Ça, c'est très bien. Mais vous avez des professeurs de yoga qui sont poussés sur le mental. Et trop de mental, c'est pas bon. Alors donc, dynamiser son corps en permanence. Mais pas tonifier. Dynamiser. C'est bon? Plus de questions? Sûr? Bon, ben écoute, je pense qu'on va peut-être pouvoir s'arrêter. C'est peut-être Comme tu veux, moi je... Et on est reparti pour un tour. On peut soit faire une petite pause et revenir si vous avez des questions qui Si viennent. vous voulez que je vous dédicace Voilà, des si vous bouquins, voulez, il y a des livres donc, de Georges qui sont là, dont La vérité sur un ventre plat et Pourquoi vieillir quand on peut faire autrement. Si vous voulez, il y a aussi donc, le petit bar, si vous voulez aller de l'autre côté, soit vous dédicace, soit on va voir si on continue ou pas, si vraiment vous en avez envie. On va essayer de garder quand même un petit peu. Mais donc voilà, ça se passe à côté. Si vous voulez voir et parler encore un peu aussi avec Georges, voilà, il est là, profitez-en, allez-y. Je pense que tu peux faire le truc là. Merci. À tout à l'heure peut-être.